Pendant quelques instants, Eugène eut l'impression que le monde s'écroulait. Assis sur un banc, la tête entre ses mains, il se demandait ce qu'il allait faire, alors qu'il ne s'agissait que d'un léger contretemps, le train suivant étant à 19h32 et son trajet durant 26 minutes comme pour le précédent. Toutefois, le fait qu'il ne serait pas rentré chez lui pour 20h le perturbait. Il avait pourtant passé toute sa journée sans jamais regarder sa montre, insouciant, sauf lorsqu'il s'était inquiété de déposer son livre avant la fermeture du magasin de Béatrice. Mais le fait de repenser à elle effaça miraculeusement son inquiétude. Il lui restait une dizaine de minutes pour prendre le train de 19h32. Il se leva et arpenta distraitement le hall de la gare. Il assista alors à une scène qui lui rendit totalement sa bonne humeur, car elle ressemblait à celle du début du film « Les vacances de Monsieur Hulot » qu'il avait vu quand il était enfant. Un troupeau de voyageurs arrivait sur le quai numéro 4 pour y prendre leur train qui n'était pas encore là. Des haut-parleurs annoncèrent alors, dans des crachouillis sonores qui rendaient le message quasi inaudible, un changement de quai. Ce ne pouvait être que cela, à en juger par l'effet produit, le troupeau faisant demi-tour dans une pagaille indescriptible pour se rendre sur le quai numéro 6. Au même moment, le train arrivait sur le quai qu'il quittait. Mais quand les voyageurs se précipitèrent sur le quai numéro 6, où arrivait effectivement un train, les haut-parleurs, toujours aussi inaudibles, mais corrigeant leur précédente annonce, les renvoyèrent sur un autre quai, le numéro 3, au moment même où, sur celui-ci, le train qui s'y trouvait fermait ses portières et s'ébranlait. Eugène ne pouvait plus s'arrêter de rire, et il n'était pas le seul. Dans son train qu'il ramenait chez lui, Eugène repensait à cette journée qu'il était venu passer à Paris, après 3 années où il en avait été privé. La gare Montparnasse n'avait pas changé, le McDo où il venait autrefois avec son père était toujours là, et des lieux chargés d'histoire, comme les jardins du Luxembourg, la place de la Sorbonne ou Notre-Dame, étaient restés immuablement les mêmes. Il avait également retrouvé les bouquinistes des quais de la Seine avec nostalgie, de même que la Fnac de la rue de Rennes, mieux qu'une bibliothèque. Les lieux n'avaient pas changé, mais il y avait assisté à des événements qu'on n'aurait pas imaginés 3 ans auparavant. Paris restait toujours Paris, mais la vie était en train d'y changer, comme probablement partout dans le monde, sous l'effet de la modernité. Il n'était pas prêt d'oublier le spectacle d'un embouteillage monstre provoqué par un simple déréglage de feu de circulation, ni celui d'une manif qui lui était apparue quasi surréaliste, et encore moins cette approche menaçante des drones islamistes avec son final de pluie de confettis tragique. Eugène avait souvent entendu, à la télévision ou à la radio, des experts de tout genre expliquaient savamment les dérèglements, comme il disait, du monde moderne. Il lui semblait à lui qu'on était en permanence en train de soumettre le monde régulièrement à de nouveaux tests, plus ou moins comme on fait avec des souris de laboratoire. Des scientifiques ingénieux, d'une créativité exceptionnelle, avaient produit des inventions super utiles ou agréables, enfin, en principe, et on les testait pour voir si elles marchaient. La grande différence avec les souris, c'est que les cobayes humains à qui on faisait miroiter les avantages qu'ils en tireraient étaient des millions, pour devenir par la suite des dizaines de millions, puis des centaines, etc. Lorsqu'on commençait à mesurer les effets collatéraux, comme disent les experts, il n'était plus question d'arrêter le test, tant les souris étaient nombreuses à se régaler avec le morceau de fromage qu'on leur offrait. Tous ces braves cobayes devraient vivre avec. C'était un peu comme si les souris s'habituaient aux décharges électriques qu'elles subissaient régulièrement au point de les accepter sans broncher. C'était évident qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Les seules voies possibles étaient d'atténuer les effets dits collatéraux ou de leur trouver des remèdes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était en général pas une réussite. Alors il ne restait plus qu'une solution, vivre le monde dans une subjectivité maximale, à travers le prisme de ses propres perceptions, de ses propres associations psychiques, de sa propre lecture du cours des choses, en quelque sorte refaire le monde. Eugène fut interrompu dans sa méditation par une équipe de contrôleurs qui ratissait le wagon pour punir les voyageurs sans ticket. Avant d'être sollicité par un des agents, il avait eu le temps de déchirer le sien afin de ne lui en présenter qu'un des 2 morceaux. C'était sûrement sa dernière chance de la journée pour s'amuser un peu. Il ne la laissa pas échapper. « Puis-je vous demander votre ticket, monsieur ?»
demanda le fonctionnaire du mouvement. Oui, vous pouvez, se contenta-t-il de lui répondre. Je veux dire voir votre ticket, reprit l'hôte en souriant. C'était un bon fonctionnaire, sympathique et plein d'humour. Eugène trouva surprenant qu'il ait choisi ce métier, mais se retint à temps de le lui dire. Il fouilla dans ses poches et lui tendit une moitié de son ticket. « Merci, mais ce n'est pas un ticket acceptable. Qu'avez-vous fait de l'autre moitié ?»« Je m'en suis servi à l'aller, ça m'a paru logique, » répondit Eugène. « Vous avez une logique très particulière, monsieur, » s'exclama le sympathique agent de la fonction publique. « Vous êtes la 4e personne à me dire ça aujourd'hui, et je vous assure que c'est un peu désobligeant pour moi. J'ai l'impression de ne pas être normal. » « Mais non, vous êtes très normal. C'est votre ticket qui ne l'est pas, » lui répondit le fonctionnaire qui ne manquait certes pas d'humour. « Et il est normal que je ne puisse l'accepter. »« Ah, mais je n'ai absolument pas laissé entendre que vous puissiez être anormal. » « Bon, alors oublions tout ça, et je vous souhaite un bon voyage, monsieur, » conclut l'autre en passant à un autre voyageur.